Bonjour, merci pour cette invitation à cette collaboration. Je suis le docteur Afshin, je travaille en oncologie, j'ai une formation de gastro-entérologue et j'ai rejoint donc le service d'oncologie spécialisé en tumeurs digestives à Saint-Antoine dans le service du professeur André. Ça fait plusieurs années, presque une vingtaine d'années que je travaille ici, une grande quinzaine d'années en oncologie avec de ce fait l'expérience que me donne ce travail pour aborder cette phase au cours de laquelle on accompagne les patients à qui on doit annoncer un changement radical de vie à la suite d'un diagnostic de maladie tumorale. C'était il y a plusieurs années à l'occasion de la mise en place au niveau du GH Pitié Saint-Antoine que j'ai été sollicitée par une collègue de maladies infectieuses, Marie-Caroline Meyoas, qui était PUPH dans maladies infectieuses à Saint-Antoine, qui participait à la mise en place de travaux dirigés sur la relation médecin-malade qu'on pouvait proposer à nos étudiants afin justement de les aider à parler, à échanger, à être humainement et empathique avec l'ensemble des patients qu'ils allaient rencontrer, élément qui nous semblait un petit peu sous-traité. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai participé à ces travaux pratiques avec des sketchs, etc. Et à la suite de cette première expérience, on avait été sollicité par l'EMC pour écrire en commun ce qu'on a fait avec aussi une collègue psychologue, un article sur l'annonce d'une maladie grave, avec de ce fait des thématiques et des problématiques pas seulement tumorales, mais aussi d'autres maladies graves comme des maladies chroniques comme le VIH notamment, ou des maladies neurologiques. Et donc, on a écrit cet article à trois avec notre expérience et notre expertise vis-à-vis de ces modalités d'annonce, faisant le constat notamment à la suite du plan cancer que on mettait un peu, l'oncologie avait un petit peu d'avance sur les modalités proposées et reconnues et édifiées de l'annonce, ce vers quoi je conduis aussi l'ensemble de nos étudiants internes, externes dans le service pour les aider à faire au mieux, tout en sachant que je pense au final qu'il n'y a pas de recette, mais il y a des petites choses qu'il faut pouvoir bien faire pour au mieux accompagner nos patients à la suite de cette annonce et faire en sorte que l'entrée dans ce parcours, ce changement de vie soit un peu moins rude qu'une annonce qui serait moins bien faite dans de moins bonnes conditions. Il y a quelques semaines, j'ai participé à une formation dédiée à l'ensemble de médecins ou non médecins sur cette annonce d'une maladie grave. Donc, j'ai repris un petit peu ces éléments à quelques années de distance et je dirais construit les choses en mettant en avant ce qui est commun à toutes ces annonces, qui est finalement assez plus facile de décrire comme les meilleures conditions, qui sont souvent à ce moment-là des conditions matérielles, et puis savoir reconnaître aussi que tout ce qui n'est pas matériel, ce qui est plus humain, émotionnel, qui est propre ensuite à chaque maladie qu'on annonce et thérapeutique qu'on sera amené à discuter, chaque contexte de vie, c'est beaucoup plus varié, beaucoup plus difficile de donner des solutions en tout cas. Il me semblait important de commencer bien sûr par ces quelques définitions que sont l'annonce, qui est la notion et l'action d'informer, mais qui contient aussi une action d'accompagnement
et qui, on le sait, est un temps primordial de tout entretien à l'occasion de la prise en charge. Après, la question toujours, c'est qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle? En pratique, une mauvaise nouvelle, je dirais, elle peut concerner tous les nouveaux diagnostics en médecine, notamment quand il s'agit de maladies chroniques ou potentiellement rapidement mortelles. Et c'est une nouvelle de quelque chose qui va radicalement changer, négativement changer, l'idée que la personne qu'on rencontre se fait d'elle-même et de sa vie. A toujours un retentissement psychologique, physique et social extrêmement important. Et c'est ce qui fait le moment tout à fait unique, sacré de cette annonce. J'évoquais une période particulière pour toutes ces annonces que traversent beaucoup de nos patients, qui est plus ou moins longue et qui est extrêmement anxiogène, même si, bien sûr, l'annonce confirmée l'est tout autant, ou l'est au moins autant, mais cette période où on est balancé entre l'espoir que la mauvaise nouvelle ne soit pas celle retenue ou annoncée, qui correspond à toute la phase conduisant au diagnostic, parfois se rallongeant parce qu'il faut un examen complémentaire, etc. Ça me paraît être une période tout à fait particulière qui fait suite, mais qui peut accompagner les prémices d'une première annonce de mauvaise nouvelle. Donc, je vous l'ai dit, c'est un choc traumatique. Toute annonce d'une maladie létale ou grave est quelque chose de totalement bouleversant pour quiconque la traverse, à la fois le patient et bien sûr tous les gens qui l'accompagnent. Ça modifiera le cours de la vie de ce patient, de ses proches, qui peut imposer un vivre avec, qui marque un avant et un après et qui font que cette situation et cette annonce est extrêmement marquante. Les conditions de cette annonce, elles sont indispensables sur le plan matériel et on le verra sur le plan humain pour parvenir à moduler le choc. Et si les conditions d'annonce sont pas convenablement adaptées, elles peuvent renforcer le choc et quand on fait le maximum et qu'on connaît ce qui permet d'atténuer un peu ce choc, il faut pouvoir le mettre en place. Et c'est ce vers quoi, en tout cas, a permis en oncologie le plan cancer et qui devrait peut-être pouvoir servir de modèle dans bien d'autres situations médicales. Ces conditions d'annonce qui vont modeler la suite de la prise en charge, de la démarche de soins, c'est ça qui va engendrer ou non le lien de confiance indispensable dans la relation médecin-malade. Et pour le médecin, elle nécessite de concilier deux impératifs extrêmement importants pour le médecin en tant que tel. C'est qu'il doit exercer sa compétence médicale et tout autant, en même temps, favoriser la rencontre humaine malgré ce contexte extrêmement traumatisant pour le patient. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu dichotomisé dans ces conditions d'annonce ce qui semble commun et qui finalement est les conditions matérielles principalement, le cadre, qui est assez facile de reconnaître comme ce qui doit être le mieux de façon assez universelle et humain. Donc, je vous l'ai dit, c'est le cadre, donc le lieu dans lequel on va accueillir les patients, qui soit à peu près reposant, calme. C'est aussi dans la temporalité qu'on va pouvoir accorder aux patients et aussi pouvoir proposer aux patients la présence de différentes personnes, à la fois de ses proches, mais aussi sur le plan paramédical et médical, des différentes personnes qui vont pouvoir jouer un rôle par la suite dans la prise en charge. Tout ça, ça correspond à un cadre qui est énoncé par la loi, notamment la loi du plan cancer, et ça justifie une organisation. Et finalement, ça facilite, c'est facilité par une philosophie qui est celle que le service chez qui le patient va consulter va pouvoir proposer. Puis il y a des choses qui sont moins faciles à aborder, à appréhender, c'est celle de l'imprévisibilité, de la spécificité de chaque situation qui en fait un moment unique et singulier et qui est propre à la fois au patient, sa personnalité, son histoire, mais aussi à la personne qui annonce, le médecin le plus souvent,
qui va correspondre aussi au type d'annonce, au type de maladie qu'on prend en charge. Et enfin, dans ce contexte-là, le lien qui va pouvoir se créer lorsque le patient et la personne qui annonce ne se connaissent pas, ou qui va être aussi modulé par le fait que pour un certain nombre d'annonces quand même, le patient, si son annonce est faite par son médecin généraliste, les choses vont être un petit peu différentes. Je peux repasser assez rapidement sur le cadre, mais c'est celui que la loi a énoncé. Je vous l'ai dit, c'est le lieu, le temps et le fait qu'on soit en tête-à-tête singulier. Donc, je passerai rapidement, mais en oncologie, les choses ont été un peu en avance et le reste, malheureusement pour les autres spécialités, et elle démarre avec la loi Kouchner qui dit que l'annonce doit s'inscrire dans une démarche d'information et de consentement. En 2009, la loi qui donne le droit au patient d'être informé de son état de santé et que cette information incombe à tout professionnel de santé, sauf exception, comme l'urgence ou le fait que le patient puisse pas recevoir cette information sur le plan cognitif. Donc, il y a un cadre déontologique qui définit comme nécessaire une information qui doit être claire, simple et loyale, pour laquelle le médecin doit veiller à la compréhension de ces explications. Et dans ce contexte-là, il faut rappeler qu'en médecine, il y a toujours un certain nombre d'incertitudes qui peuvent complexifier le discours, la compréhension. Rappeler que on peut pas tout dire lors d'un premier entretien en tout cas, et la question n'est pas d'être obligé de tout dire tout de suite. Il s'avère aussi qu'il faut évaluer quels sont les choix des mots en plus des choix du moment de ces annonces. Le pronostic, il y a l'article 33 qui en parle, qui dit que il doit être révélé, mais on sait bien aussi qu'un pronostic grave peut être quelque chose d'encore plus traumatisant et qu'on peut pas annoncer lors d'un premier entretien, même s'il y a une demande par le patient, que ce pronostic fatal doit néanmoins peu à peu être assimilé via cette relation de confiance qui s'est instaurée au cours de la prise en charge. En pratique, donc, le non-dit et le silence qui peuvent accompagner le pronostic ne sont pas des choses appropriées dans l'annonce qu'on doit pouvoir donner aux patients. Il y a un cadre éthique. On a quand même pas mal évolué sur le plan médical en faisant rentrer cette notion d'éthique dans nos réflexions, nos échanges. Et donc l'idée, c'est que on puisse, grâce à la collaboration qu'on instaure auprès du patient, grâce aux informations qu'on lui remet, à la mesure de ce qu'il peut entendre, ce qu'il peut comprendre, d'aboutir à une conciliation concernant un objectif de prise en charge, une stratégie qui va être ainsi définie en commun avec le patient en fonction de la situation. On aide ainsi le patient à intégrer pas à pas cette nouvelle réalité dans laquelle il rentre en ayant eu cette annonce de maladie grave. Et donc, voilà, je rappellerai rapidement que le temps de cette annonce peut être divisé en plusieurs temps qui sont pas des temps sur une même journée, un même horaire, mais qui se répètent avec un temps médical qui fini par permettre d'élaborer un plan de traitement qu'on va remettre au patient, la redite, la reformulation, l'évaluation de différentes besoins spécifiques qui peuvent être faits par nos infirmières d'annonce et de coordination, qui sont aussi nées de ce plan cancer, qui ont un rôle extrêmement important d'accompagnement dans tous nos services. Et puis, l'accès à ces soins de support via les assistantes sociales, les diététiques, les psychologues, les kinés, qui font aussi partie de ce dispositif. Et puis enfin, tout ce qu'on peut mettre en place pour aider au domicile le patient entre cette prise en charge plus hospitalière et son domicile. En dehors de ce cadre commun, il y a cette imprévisibilité, cette spécificité inhérente à l'échange qui en fait un moment unique et singulier qu'il faut pouvoir appréhender. Et je rappelle ainsi que en tant que médecin, quand on fait médecine, quelle que soit sa spécialité, on est confronté de façon régulière, dans un contexte plus ou moins facile ou dramatique, mais sur le fait que ça fait partie de notre travail de
pouvoir discuter, d'annoncer ces maladies et d'accompagner nos patients. Alors même que, à l'opposé, chaque patient est unique dans cette information, dans cette situation. Et donc, la situation qu'il vit au moment de cette annonce est totalement hors norme et singulière et spécifique. Pourquoi c'est spécifique? Parce que là, en l'occurrence, Octobre Rose est dédié au cancer du sein. Il y a d'autres périodes qui sont dédiées au VIH ou qui sont dédiées au cancer du côlon. Toutes ces maladies sont des maladies qui vont transformer la suite de la vie du patient. Il y a aussi toutes les annonces concernant les maladies génétiques ou les enfants. Et puis enfin, au sein de ces différentes pathologies prises en charge, eh bien, il y a des périodes où les choses vont bien, des périodes où les choses vont moins bien, où on peut être amené à annoncer une rechute ou une fin de vie. Et tous ces moments en font des diversités de situations et de moments d'annonce. Je vous ai rappelé que les acteurs de l'annonce, ils sont variés. Quand on est spécialiste, on peut être amené à faire ces annonces de cancer sans avoir forcément la perspective thérapeutique que peuvent avoir le neurologue spécifique ou l'oncologue qui va prendre en charge ensuite la pathologie. On a aussi le cas des radiologues ou des biologistes qui vont avoir besoin, au vu d'un premier résultat, de suggérer la suite de la prise en charge et donc de faire un minimum une annonce aussi. Tous ces acteurs font que les modalités d'annonce sont différentes et peuvent être plus ou moins traumatisantes pour les patients. Enfin, je reviendrai sur cette situation un tout petit peu particulière de l'attente créée par tous les bilans qui vont finalement conduire au diagnostic formel, à un bilan qui nous permettra d'avoir une vue complète de la maladie pour statuer sur le traitement. Or, pouvoir enchaîner une annonce sur un projet thérapeutique est quelque chose souvent qui est aidant pour le patient. Et l'autre élément important, encore une fois, c'est ce qui concerne l'annonceur, le lien qui peut être antérieur en termes de prise en charge à ce diagnostic fait aussi que les choses sont un peu différentes. Et quand on a une annonce par un médecin qu'on ne connaît pas, les choses peuvent être encore plus difficiles. Au final, il faut savoir que le temps des premiers mots concernant l'annonce, c'est quelque chose d'unique, d'essentiel, de fondateur pour la relation qui se construira par la suite ou c'est les prémices de cette relation entre le patient et le médecin qu'il prendra en charge. Ça va marquer à tout jamais son imaginaire et ça va impacter de façon extrêmement forte la relation qui se construit entre le médecin, le malade et sa maladie. Donc, il y a des préalables indispensables pour aborder pas tant le cadre sur lequel je ne vais pas forcément revenir, même si de façon logique, annoncer les choses, c'est pas forcément la même chose en consultation ou dans un service d'hospitalisation, mais il y a des choses assez simples de modalités d'échange qui sont pouvoir regarder le patient au même niveau, yeux dans les yeux, sans chercher à fuir le regard du patient pour vraiment montrer son attention à comment il ressent et vit les choses. C'est pouvoir s'autoriser quand on sent qu'on appréhende que le patient peut être sensible à ça, de le toucher pour l'apaiser, de s'asseoir éventuellement donc à son niveau et à côté de lui. On voit après la période du Covid à quel point le fait d'avoir besoin de faire ces annonces avec un masque qui ne permet pas que le patient nous comprenne convenablement puisqu'il est un peu sidéré par l'annonce et pouvoir nous observer la façon dont il réagit à ce qu'on dit est clairement un handicap et sur lequel on a essayé de passer, mais clairement on voit depuis qu'on retire nos masques à quel point tout ça nous a manqué et que dans l'échange qu'on peut avoir avec nos patients est extrêmement important. Mais tout ça finalement, ça fait partie de quelque chose qui est assez facile à reconnaître. Je pense que c'est des choses bien cadrées aujourd'hui. Ce qui est plus compliqué, c'est d'essayer d'être le plus proche de ce qui va conduire à proposer un traitement en ayant suffisamment approprié le cas du patient
pour être le plus précis, pouvoir lui donner les meilleures explications, répondre au mieux à ses questions en ayant bien lu son dossier, en ayant bien vu les examens complémentaires, les stratégies qu'on va pouvoir lui proposer et répondre du coup de façon compréhensive et claire en fonction de ses besoins et de sa demande, sans donner forcément trop d'explications la première fois parce que l'annonce sidère un petit peu et qui retient pas forcément tout ce qu'on dit et pouvoir y revenir aussi bien via nos infirmières de coordination que nous lors d'une consultation suivante. Ce qui me semble aussi important dans l'élaboration et l'annonce qui est faite, c'est l'objectif que les médecins qui qui prennent en charge ces pathologies arrivent à suffisamment expliquer aux patients les choses pour l'aider à le rapprocher d'un objectif atteignable, aussi bien sur le plan médical que sur le plan de sa vie telle qu'elle va être à la suite de cette annonce et des traitements qu'on va avoir besoin d'instaurer. Donc, le respect de l'autre, ça justifie ce but élaboratif et intégratif. Néanmoins, il faut avoir conscience que certaines personnalités, certaines spécificités socioculturelles modulent ce concept qui est finalement assez occidental sur les informations qu'on doit donner lors de ces annonces. Mais prendre le temps, donner du temps au patient pour qu'il puisse élaborer lui-même l'objectif de cette prise en charge est quelque chose qui est probablement extrêmement important pour être juste au moment de cette annonce et pour nous permettre, en tant que professionnels, de dire ce qu'il faut sans tout dire forcément d'emblée, trop vite et en suivant la compréhension du patient. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans l'annonce, il faut appréhender rapidement le patient parce que je rappelle que dans la plupart des cas, certains d'entre nous n'ont jamais vu le patient. Donc, on est d'emblée à appréhender en fonction du cas médical la personnalité et le caractère de notre patient. Donc, tout ça, ça s'ajuste grâce au regard, aux réactions émotionnelles, aux mimiques que le patient va tenir et qu'on doit capter pour essayer de s'adapter à ce qu'il est capable de comprendre. Il y a des moyens simples comme la reformulation qui permet aussi d'évaluer un petit peu quels mots il utilise, est-ce qu'il a compris, ce sur quoi il faut revenir. Ça nécessite un petit peu de temps, mais tout ça, c'est extrêmement important pour accompagner ce moment. Poser des questions plutôt ouvertes qui permettent de laisser l'espace et l'écoute aux patients, c'est aussi extrêmement important. Et puis se rappeler toujours qu'il n'est pas inhabituel que les personnes qui rediscutent de l'annonce après nous révèlent qu'ils ont l'impression qu'on n'a pas forcément nous tout dit ou le patient tout compris. Sur l'importance du mot de la fin qui rejoint un petit peu la position, je dirais, malgré tout privilégiée de l'oncologue vis-à-vis des autres spécialistes qui doivent annoncer des maladies tumorales aux patients, c'est que la consultation et l'annonce doivent se terminer et que le mot de la fin est extrêmement important. L'avantage de l'oncologue, c'est qu'il a, à la suite de l'analyse du cas, pu élaborer un traitement, exposer un projet thérapeutique et pouvoir, à la suite de ces éléments d'information, rappeler que on a défini un certain nombre de choses, que le patient va pouvoir en rediscuter avec tel ou tel collègue, notamment l'infirmière d'annonce, éventuellement qu'on aura des kinés, rappeler que l'objectif, c'est qu'il aille mieux, qu'on arrive à lui permettre d'avoir une qualité de vie qui ne soit pas trop altérée dans la mesure du possible, mais que c'est un but qu'on poursuit, que on a fait ce diagnostic, que c'est pas une bonne nouvelle, mais que maintenant que on le sait pourquoi tel ou tel symptôme était compliqué à vivre au quotidien, va pouvoir être combattu grâce à ce qu'on met en place, lui dire qu'on va se revoir, tout ça sont des éléments capitaux pour clôturer cette consultation. Les messages que je voudrais que tout le monde retienne, aussi bien en tant que patient, futur patient ou professionnel, c'est qu'on ait bien tous conscience que une maladie chronique
quelle qu'elle soit, une maladie qui affecte le pronostic à moyen ou long terme, entraîne des changements durables sur les dimensions psychologiques, sociales et économiques aussi dans la vie de cette personne, et que l'annonce d'une telle maladie est un moment fondateur, princeps. L'échange premier entre les deux protagonistes concernés sont conditionnés, à mon sens, par l'écoute à la fois auditive, mais aussi visuelle, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ne dit pas, ayant bien en tête que la sidération qu'inflige cette annonce peut amener le patient à pouvoir ou non analyser ce qu'il a besoin de savoir, qu'il ait envie ou pas, que par ailleurs, il peut être modulé, ce désir, dans le temps. Il doit être balancé entre des moments où il a envie de s'en savoir plus et d'autres moments où il se dit « il ne faut pas que j'en sache trop, sinon ça va compliquer la façon que j'ai de vivre tout ça ». Et il est important que le patient soit bien appréhendé, les limites psychologiques que tout ça implique, sans oublier, le médecin lui-même doit connaître un petit peu ses difficultés vis-à-vis de telle ou telle situation, ses modalités de réaction qui peuvent parfois, s'il n'y fait pas attention, déborder un petit peu et pas forcément aider le patient, et que il est primordial de pouvoir se projeter pour le médecin, mais aussi pour le patient, à tous les niveaux de cette nouvelle vie. Donc l'entretien, il a pour objectif d'être compréhensible, clair, réaliste, ça on le sait, on le dit, mais il faut aussi être rassurant tout en définissant ce qui s'avère être un combat qui doit être commun et être soutenant à tous les niveaux. Et on a une série de professionnels qui ont pour but et pour souci de soutenir nos patients dans ce parcours de vie. À mon sens, et c'est souvent ce que je répète, on peut tout dire. La question est de savoir quand et avec quels mots il faut dire les choses. Et il n'y a pas de technique pour ça, qui soit bonne ou des techniques qui soient mauvaises, mais il y a deux préceptes majeurs que sont l'humilité et la vérité, principes universels, requis, qui peuvent que guider favorablement chaque professionnel dans ses annonces. Je vous remercie et j'espère avoir été claire.